et bienvenue dans Place du Carrousel, le podcast qui fait le tour des parcs à thème. Bonjour Léa. Salut Pauline. Bonne année. Et bonne année. Nous sommes le 1er janvier, vous avez sûrement la gueule de bois. Bien évidemment. Promis, on essaie de se calmer. C'est ça, là actuellement on a pensé à vous, on a enregistré l'épisode le 1er janvier, on est vraiment... Ça fait un peu bizarre parce que nous on enregistre 2 semaines à l'avance là, donc on n'est même pas encore dans l'esprit des fêtes. Ouais, on n'est pas dans le mood. Hein. Et bonne année aussi à vous chers auditeurs. On en profite aussi pour vous remercier parce que c'est entre temps on n'a pas eu l'occasion, mais on a pu voir vos Spotify Wrap et c'était je pense que je me permets un peu de parler au nom de Léa, mais en fait on a vu qu'on était apparu dans des Spotify Wrap alors qu'on a encore un petit podcast et tout, donc ça merci à vous. C'est ça faisait chaud au cœur, donc merci, c'était très gentil. En plus j'en profite aussi pour dire que par la même occasion on en a profité pour apprendre comment on publie des podcasts, des commentaires sur Spotify. On a découvert vos commentaires. C'est ça, on peut lire vos commentaires, donc maintenant ça y est, vous pouvez en mettre. Si vous les avez mis avant, ils sont pas perdus, hein, mais c'est que maintenant ils seront publiés, tout le monde pourra les voir, pas que juste Spotify. Voilà. Donc on vous remercie les personnes qui ont publié les commentaires il y a 4 mois. Merci à vous. Et donc résultat, chose promise, chose due. On vous avait promis 2 invités de la sphère parconautique. Et donc résultat, on a 2 invités complètement zinzin avec nous. Je l'ai placé. Salut Guillaume et salut Louis. Salut. Salut Pauline, salut Léa. Trop content d'être là. Ça fait plaisir de vous recevoir. Quelle belle place du carrousel vous avez. Ah, vous avez vu, les chevaux, il y a un revêtement mousse et tout. Les petites chaufferettes rouges là qui nous chauffent bien. On est en... C'est vrai qu'on devrait poser la question, quel est votre carrousel préféré? Est-ce que les gens ont un carrousel préféré? C'est un peu technique comme question quand même. Ouais, je sais pas si... Toi t'en as un? Alors, première confession, quand je suis dans un parc, je ne fais pas les carousels. Voilà. Je fais la chute, mais les carousels, c'est pas, tu peux les apprécier sans les faire, je pense. C'est ce genre de truc, tu vois, par rapport à un coaster, bon, il y en a qui ont un peu des fétichismes de coaster, qui aiment beaucoup regarder ça, mais un carrousel, objectivement, si c'est un vieux carrousel en bois et tout, c'est quand même beau, et tu regardes ça, et ça suffit. Tout à fait, c'est vrai. Oui. Le résultat, je pense que moi, on va dire le carrousel d'Efteling, quoi, parce que c'est le vieux carrousel. Après, moi, j'avoue que je suis un peu hypée par le futur carrousel d'Animal Kingdom, là. Ah oui, je connais pas, c'est quoi? Les animaux Disney en bois. Ouais, c'est ça. Très très beau. Ouais, ça a l'air très chouette avec notamment le Kevin de là-haut, enfin l'oiseau dans là-haut. Ouais. Ah ouais, ça a l'air le meilleur. Cool. Voilà. D'ailleurs, la meilleure. Oui. C'est vrai. Kevin the Girl. Et donc résultat pour nos auditeurs qui vous connaîtraient pas, alors on va pas se mentir, on a vu justement le Spotify Wrap et on a vu que la file d'attente était un podcast en commun avec le nôtre, donc. Mais on sait jamais, est-ce que vous pouvez donc quelle surprise vous-même et la file d'attente, ce que c'est? Alors, on fait un podcast qui s'appelle La file d'attente, dans lequel, pourquoi le podcast s'appelle La file d'attente, Louis, tu l'expliques toujours mieux que moi. Donc je te laisse. Il essaie de me refaire faire un speech qu'on avait fait pour introduire le podcast, et donc au moins combien de temps ça fait qu'on fait ça? 4 ans. Mais on était parti de ce constat. Enfin, j'avais juste rebondi sur le fait que il y a une espèce d'expression qui disent les Français à table, ils parlent de bouffe, et donc voilà, t'es déjà en train de bouffer et tu parles de bouffe en plus. Et on avait fait le même constat en se disant, en fait, quand t'es dans un parc d'attractions et que t'es fan de parc d'attractions, dans la file d'attente, tu parles de parc d'attractions. Donc on s'était dit, on va placer entre guillemets notre podcast dans une file d'attente, et ça nous permet d'avoir cette fameuse question qu'on pose, ou parfois on oublie de la poser aussi. Récemment on a oublié. Oui. J'ai réalisé qu'on a sorti un épisode aujourd'hui, j'ai réalisé qu'on avait oublié de... Oui, c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, on demande à nos invités, ça permet de briser la glace de quel est leur film préféré. C'est une question un petit peu décalée par rapport à la fameuse quel est votre... Non mais on demande généralement que ce soit quel est votre parc ou quelle est votre attraction préférée. Ouais. Nous on demande la file d'attente, donc ça un petit peu différent. Mais oui, voilà. Après, comme disent les jeunes, it's not that deep. C'est pas on s'appelle la file d'attente. Mais ceci dit, quand les gens mentionnent file d'attente pendant les podcasts par thème, ils disent telle file d'attente, j'ai l'impression ça résonne, j'ai l'impression qu'ils parlent de nous, donc ça fait du bien. Et surtout que tous les gens qui citent le terme file d'attente font automatiquement de la publicité pour notre podcast, et c'est vraiment pas négligeable. Donc c'est vrai que c'est très malin. Les audiences font du grâce à ça. Ouais, et normalement ils sont censés nous donner de l'argent, mais on est un peu en retard sur certaines personnes.
On est gênés. Trop content que vous ayez lancé le vôtre parce que moi j'adore écouter des podcasts par KTM et un de plus c'est toujours cool quoi. Ouais, à fond. Ah, merci. Merci beaucoup. On est gênés, on sait pas comment réagir. On n'a pas l'habitude de prendre des compliments. Et donc résultat, on s'est dit c'est un épisode qui sort le 1er janvier. En plus, on est invité tous. Enfin, on est avec des invités. Il y a plein de personnes, plein d'horizons différents. Et donc, on s'est dit que c'était peut-être le meilleur moment pour faire un bilan de l'année 2024 sur ce que vous avez préféré, sur ce que vous n'avez pas aimé, et donc ce qui aussi vous hype le plus pour 2025. Et donc, honneur aux invités. Quelle chose vous a le plus marqué dans un parc en 2024 ? Alors, la question c'est, on parle des choses qu'on a réellement visiter, ou est-ce qu'on parle de toute l'industrie en la jugeant depuis nos écrans d'ordinateur et de téléphone? Attention Pauline, parce que la façon dont tu réponds à cette question va faire que soit je quitte ce podcast tout de suite, ou alors moi je ne dis rien quoi. Mais oui, je retiens. Ah, parce qu'on a préparé des notes. Forcément, il y a des choses qui peuvent nous avoir plu. Des choses peuvent nous plaire, même si on les a pas testées. C'est peut-être pas au même niveau. Tu peux pas le mettre forcément au même niveau que des trucs que tu as testés, mais moi je trouve pas ça déconnant de dire. Puis au pire, les gens maintenant ils ont trouvé comment. On a découvert comment publier les commentaires. Ils pourront râler dans les commentaires. Le bureau des plaintes, on connaît, hein. On voit. Mais écoute, je pense que pourquoi ne pas commencer avec le truc dont tout le monde a parlé cette année, Voltron, par exemple. Mais oui. Pardon, je veux dire Voltron Nevera, powered by Rimac. Ah oui. Dans le land. Ah oui, ils sont des chiants sur la nomenclature, très important. Qui a fait Voltron ici? Je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait. Louis, je plaisante. Pourquoi tu me poses la question, salaud? Toi, tu l'as fait, Guillaume, d'ailleurs, je me souviens même plus. Si, je l'ai fait, je l'ai fait. Ouais. Eh bien, tout le monde sauf moi, comme par hasard. C'est pas grave, on va pouvoir te raconter et te hyper ou pas. On verra. Alors, ça va être intéressant parce que, en fait, je pense que tout le monde est assez enthousiaste sur ce coaster. Il envoie du pâté, hein, on peut le dire. Mais il y a eu quand même une polémique sur le fait que ça vibrait dans tous les sens, et je dois dire que moi c'est quelque chose que j'ai pas du tout senti en fait. Alors peut-être que j'étais sur le bon wagon, peut-être que j'étais à la bonne place, mais en fait moi j'ai vraiment kiffé quoi. Donc moi qui suis assez sensible de l'orientale, en fait tout s'est bien passé. Et pourtant j'allais dire généralement à la bonne place, mais en fait moi j'ai vraiment kiffé quoi. Donc moi qui suis assez sensible de l'orientale, en fait tout s'est bien passé. Et pourtant j'allais dire généralement tu remarques ce genre de truc quoi. Tout à fait, ouais. Je pinaille, c'est ça que tu veux dire. Alors vibration ou pas pour vous? Ouais. Alors, je vais peut-être parler, parce que je pense que ça va faire une échelle de moins vibration à plus vibration. Parce que moi je pense par rapport à Léa un peu dans un entre-deux où ça dépend vraiment sur quelle place t'as, je trouve, la vibration. Typiquement, moi je l'ai fait 2 fois. Une fois donc sur la place plus à l'extérieur du rail et à la place au milieu. Et vraiment tu sens la différence. Ouais. Et résultat, quand j'étais au milieu, c'était très agréable. Enfin, ça allait, ça restait intense. C'est quand même un peu trop intense pour moi malgré tout, ça vibrait pas trop, mais ça restait intense. Et tu profites de la plateforme qui tourne au milieu pour respirer, etc. C'est bon, on a besoin d'un petit break, mais je trouve que quand t'es sur le côté, ça joue. Alors c'est peut-être ce wagon-là en particulier qui vibrait plus. Je trouve que par moment c'est un peu aléatoire et c'est pas tout le temps si agréable que ça. Et puis moi, je l'ai fait 2 fois à l'extérieur. Oula. Donc bon, c'était...
faut dire que c'était intense. Mais mes deux expériences ont été assez similaires, c'est-à-dire que je trouve le coaster un peu long. Et c'est vrai que sur les places extérieures, ça soumet ton corps vraiment à rude épreuve. Et pourtant, j'adore les coasters. C'est vrai que je l'ai trouvé un poil trop intense. Et par contre, sur un de mes 2 tours, ça vibrait vraiment beaucoup. Ok. Mais quand on parle de vibration, parce que moi, enfin, tu vois, c'est par rapport à, effectivement, comme tu dis, à tout ce que tu te prends un peu dans la gueule, les jets, les tournants, etc. C'est quelque chose que tu trouves que vraiment c'est gênant, enfin, par rapport, tu vois, à l'intensité de tout le reste, c'est quelque chose qui est vraiment que tu remarques. Bah, disons que t'as vraiment l'impression que le train ne suit pas sa trajectoire normale et que ça carotte un peu, tu vois. Enfin, moi, j'avais vraiment cette impression-là d'être dans une sorte de caisse à savon et de, oh là, ok, le truc dévie un pas petit bien peu accroché, son... d'accord. Mais après, paraît-il qu'ils étaient en bonne voie pour corriger ça. Donc on verra, j'imagine, la saison prochaine. Après, par contre, il faut dire, voilà, si on met en dehors le coaster, je trouve que tout l'emballage thématique autour est vraiment, vraiment chouette. Ouais, grave. Si ce n'est la meilleure zone d'attente d'Europa Park. Moi, j'ai vraiment adoré. Donc, ça commence par une espèce de file extérieure, ma foi classique, mais avec des jolis points de vue sur le coaster. Et puis après, quand tu rentres dans la salle, j'ai vraiment eu ce waouh, tu vois, quand tu rentres dans dans des endroits vraiment très impressionnants, avec cette animatronique de Nikola Tesla et la salle qui est vraiment immense. Ça fait très, enfin, c'est plein de vie, j'ai trouvé. Puis avec le thème principal qui est joué à un moment avec. Oui. Ces espèces, je ne sais toujours pas le nom de ces trucs qui envoient de l'électricité dans l'air et visuellement on voit l'électricité. Des cages de Faraday bizarres. Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Cage de Faraday bizarre, on va déposer le nom. C'est des boules ou pas? C'est pas comme les. Je crois qu'on a déjà parlé. Ouais. C'est pas des boules à plasma, c'est pas des. Mais ça ressemble à ça, mais je crois qu'en fait tous les gens qui écoutent ce podcast en fait savent exactement de quoi on parle. Hein, donc. Et encore plus d'engagement dans vos commentaires. Hop là. Mais je trouve que c'est vraiment génial et en fait la file d'attente quand tu es dans ce grand ce grand entrepôt, en fait il y a quand même pas mal de détails à gauche à droite sur les murs, à terre, devant l'animatronique de Nikola Tesla, il y a aussi 2 petites antennes électriques qui s'envoient aussi des espèces des faisceaux, je sais pas comment dire. Mais vraiment au niveau du sol quoi, et je me suis dit putain en fait à un moment il y a un gamin qui va forcément aller se mettre entre les 2 antennes, il va se prendre un courju et on va devoir enlever l'effet. Mais il y a plein de trucs qui se passent et je trouve ça une très belle attraction. La station qui surplombe tout le truc avec les verres qu'ils ont, enfin tout marche bien quoi. À part l'animation du lancement du train, etc. Mais moi c'est un peu là où je trouvais que le bas blessait d'avoir mis des écrans géants avec des véhicules de Voltron sur lesquels se trouvent, je sais pas, la famille Mac et les ingénieurs. Moi ça me sortait un peu du truc. Tu n'as pas trouvé ça subtil? Ce n'est pas un mot qui me vient à la bouche régulièrement quand je visite Europa Park, mais pas vraiment, non.
résultat, le trajet Paris-Strasbourg est beaucoup plus rapide. Ouais. On l'a fait en 2 heures, un truc comme ça. Ouais. C'est ça. Hein. Et ensuite de Strasbourg en voiture, 2 heures. c'est tout près. C'est une demi-heure, 30-40 minutes, un truc comme ça. Ouais. Donc, résultat, c'est par rapport à 5 heures si tu y vas en full voiture. Donc, Ouais, j'avoue, en plus, ça t'arrive crevé, quoi, si t'as roulé 5 heures C'est ça. pour le conducteur. ouais, nous, ce qu'on avait fait, en fait, c'est qu'on était partis Un vendredi soir. un soir, ouais. Et on avait dormi à Strasbourg, comme ça le samedi matin on partait, on prenait la voiture et on pouvait y être, on pouvait être tôt sur Europa Park et comme ça, parce qu'en fait tu vois on était en train de se dire si tu pars depuis Paris t'es en mode, putain, tu pars à 18h, t'arrives à 23h et tout, Ouais. et ça c'est sans faire de pause, tout ça. Donc et nous ça solution et en vrai on s'est dit bon c'est peut-être un peu plus cher parce que le problème du train c'est que tu peux pas partager le coût. Mais en vrai, moi, je trouve ça pratique. Ouais, je pense que c'est une bonne solution, effectivement. Ouais. Trop bien. Nous, on attend toujours une liaison TGV entre Bruxelles et Strasbourg. Je trouve ça dingue qu'elle n'existe pas toujours. Qu'elle n'existe toujours pas, pardon. Parce qu'il y a des institutions européennes de chaque côté et j'ai l'impression que ça... C'est vrai que C'est clair. Ouais. Voilà, c'était mon coup de gueule. Toi, tu vas en voiture, non, généralement, du coup, Guillaume? Ah bah oui, ouais, absolument. Mais donc, de Bruxelles, c'est quand même, je sais pas, à peu près 5 heures de caisse, quoi. Alors moi, je me souviens, quand j'étais un jeune parc fan, que je devais avoir 16 ans ou quoi, on s'était dit, il y a rien qui allait. On s'est dit, vous savez quoi, demain, on va à Europa Park. Donc, à 4 heures du mat, on se retrouve sur un parking pour monter dans la bagnole. On arrive, non, peut-être pas 4 heures du mat, il était 6 heures. Je crois qu'on est quand même arrivé, il devait être 11 heures midi à Europa Park, ça n'était vraiment pas à faire. On a fait la journée, et à 20 heures, on s'est remis en bagnole, et on est reparti dans l'autre sens. Horrible! Surtout que c'était un dimanche, c'était archi blindé, il faisait beau, donc c'était ni fait ni à faire, donc ne faites pas ça. Voilà. Ouais, j'avoue que... Après, t'as 16 ans, t'es jeune, tu te dis, je peux... T'es en train de dire que Guillaume est vieux, c'est ça? Ouais, mais c'est... Il est très Parce que de manière générale, quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis non, on va peut-être pas faire ça. C'est pas de la vieillesse, c'est de la maturité. J'ai essayé de te pousser sous le bus, ça n'a pas marché. J'assume mon statut de vieux, je le vis très bien, sachez-le. Voilà. Et toi, Louis, quel est ton coup de cœur 2024? Écoute, j'en ai fait tellement, c'est dur à dire. Pour ceux qui écoutent ce podcast sans écouter la file d'attente, ils sont nombreux, c'est certain. Je suis une fraude. Oh, mais non. Un créateur de contenu qui se base sur beaucoup de vent. En gros, je visite que très peu de parcs. C'est un peu le gimmick du truc. J'aimerais en faire beaucoup plus, mais j'ai pas souvent l'occasion. Donc, des coups de cœur cette année. Écoute, je suis en train de re-regarder mes notes tellement tu me vois au dépourvu. Donc, je vais passer. Ça fait quelque chose que tu n'as pas fait. Mais qui a marqué ton attention. Oui, quelque chose que t'as vu en vidéo, tu t'es dit tiens, j'aurais trop aimé faire ça. Mais t'en as fait en plus. Ouais. J'ai fait quoi Diggerland cette année? Mais J'ai fait Diggerland. T'as été à Diggerland. Elle sait T'as tout. été à Thor Park pour ne pas faire Hyperia. C'est vrai que T'as j'ai été à Thor Park, Legoland, tiens. je crois aussi. J'ai Legoland non, mais j'ai effectivement aussi une très mauvaise mémoire. Donc je peux dire que j'ai fait Thor Park, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui m'a plu? Non, en vérité, ce qui m'a plu, j'ai fait aussi Halloween, ça j'en ai pas parlé dans notre podcast, donc je peux en parler parce que j'ai enfin fait aussi le fameux Scream Park d'Halloween. Comment ça s'appelle? Tully's Farm, qui est donc un truc qui n'existe pas trop en France, mais dont on a beaucoup parlé dans notre podcast les années précédentes avec Sébastien Gunzer, qu'on embrasse très fort. Disons que ça n'a pas été un coup de cœur incroyable, mais c'était quelque chose de nouveau quoi pour moi. Donc c'était quand même intéressant le fait de dire c'est entre le parc d'attractions, un peu la fête foraine, le festival, et donc en fait pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros c'est sur un terrain, enfin pas agricole, mais en tout cas c'est une ferme, et il y a des attractions qui sont alors les mazes, les fameux, donc c'est des maisons hantées qui sont placées un peu partout, mais vraiment dans un univers festival quoi, pour ceux qui vont à un festival. Donc t'as des scènes de musique partout, des stands de bouffe, donc c'est plus j'allais dire fancy, enfin c'est mieux qu'une fête foraine dans le sens où c'est plus établi, il y a plus de trucs qui sont semi-permanents, enfin
voilà, c'est pas juste fait pour ne durer qu'un temps, mais c'est pas non plus un parc d'attractions. C'est un entre-deux assez cool où les gens, il y a beaucoup, c'est surtout un public d'adultes en fait, parce qu'évidemment c'est de l'horreur et en plus c'est le soir, parce qu'ils attendent qu'il fasse assez nuit pour ouvrir. Donc voilà, c'était un truc assez particulier. Le seul truc c'était le monde, énormément de monde et beaucoup de files d'attente et évidemment tout le business autour des fast-pass, etc. un petit peu chiant. Mais disons que voilà, le concept de ce truc-là, j'ai trouvé ça assez cool. Donc voilà, ça a été ma découverte en tout cas de l'année. Je crois que c'est il se revendique en tout cas comme étant le plus gros d'Europe, donc je pourrais dire que j'ai fait ça et je sais pas si j'ai spécialement envie de faire la tournée non plus de ces trucs-là, mais des attractions bien marrantes, notamment une où t'es complètement dans le noir, c'est-à-dire que on te bande les yeux et on savait même pas, c'est-à-dire qu'on arrive dans la file d'attente, on prend le truc au hasard, il y avait des écrans qui affichaient les temps d'attente, fallait un peu se ruer sur le truc qui avait le moins de temps d'attente, quoi. Donc hop, on se met dans une file et en arrivant on dit mais c'est quoi en fait le concept, est-ce que c'est un ride, un truc, parce qu'il y a et c'était, on nous dit ah bah vous êtes dans le noir complet et en plus on vous met des bandeaux sur les yeux, donc tu dis bah d'accord, c'est okay, quoi ce budget, plus de budget déco du tout, ouais c'est ça, ouais, j'y vais, budget bandeau. Et voilà, et en fait donc c'est même pas d'ailleurs je dis un bandeau, non, c'est un sac en tissu, vraiment comme dans les films où quand les gens se font kidnapper, ouais voilà, c'est un sac noir sur la tête, donc pas très de pour respirer quand même. Même pas, je te le dis. C'est voilà, vraiment pas trop, un truc vraiment en tissu. C'est pour pas que tu restes trop longtemps. Tu mettais un t-shirt sur la tête. C'est sûr que c'était vraiment une attraction du parc. Ouais, et alors, c'est peut-être que je me suis fait embarquer, t'as raison, dans un truc qui était complètement. Mais et voilà, et donc on te met la main sur une corde que t'es ensuite voilà censé suivre tout le long, et donc tu marches complètement à l'aveugle, hein, littéralement, en suivant, et t'as juste une corde pour te raccrocher, et alors il y a plein d'effets assez cool où tu vois comment dire, le sol change, donc tu passes sur des graviers, sur de la paille, sur des trucs comme ça, mais à chaque fois c'est un peu inattendu, et t'as des acteurs aussi au milieu qui viennent te susurrer des trucs à l'oreille, te chuchoter comme ça, évidemment. Ils ont donc évidemment à des moments costume en fait. C'est ça, donc pas de budget costume, pas de budget déco, donc c'est très smart. Même lumière que dalle. Ouais, et t'as du feu parfois aussi, tu vois quand même, tu dois avoir des crashs, des espèces de machines à feu, t'as des effets quand même comme ça qui te surprennent, et t'as de l'eau, il doit pleuvoir un petit peu à un moment, enfin, donc ça joue vachement sur tous tes sens évidemment, autres que la vue. Il y a des odeurs. Et ouais. Des odeurs, il me semble pas, mais t'en sens forcément, parce que quand t'arrives dans une zone humide, tu sens que tu vois c'est plus humide, ouais. Des choses comme ça. Il me semble pas qu'ils aient joué vraiment sur le truc genre ça pue ou c'est. Okay. Mais ça des fois dans les trucs d'Halloween, ils abusent sur les odeurs, ça pue et tu fais super l'odeur vomi, l'odeur caca ou des trucs comme ça, en mode super les gars, j'ai pas envie de sentir ça. Tiens, à propos d'odeur, je me permets une petite digression, je fais comme chez moi. Allez-y. Est-ce que vous ne trouvez pas que quand on fait la file dans les attractions, et en particulier quand il y a des enfants, ça pue le paix tout le temps, quoi. Franchement, tu vas pas une journée à DLP sans que tu sois dans une file d'attente et que ça pue le paix. Enfin, c'est pas... Là, les parcs où il y a moins d'enfants, où ça pue moins le paix, quoi. Bon, voilà. Tu penses que c'est les enfants les responsables? Je sais pas, moi je trouve que c'est un peu pareil dans tous les endroits où il y a beaucoup de monde réuni, tu vas dans le métro, dans un truc, ça sent un peu le paix partout. Je pense qu'il y en a qui en ont rien à foutre. Je me suis jamais fait la réflexion. Donc, t'es à DLP, c'est tout le problème, Guillaume. Est-ce que tu t'es posé cette question-là? C'est vrai que je suis un peu ballonné quand je vais à DLP. Voilà. Tu t'en rends même pas compte. J'accuse les enfants, tu sais. En poussant l'analyse jusqu'au bout, est-ce que c'est pas la nourriture qui est péter dans les parcs, ou c'est plus de la malbouffe ou des trucs comme ça? Ouais, c'est vrai que si tu bouffes, tu bois du soda et que tu bouffes gras toute la journée, on va enquêter. On va mettre M6 sur le coup. Prochain reportage sur les parcs d'attraction. Je veux 10 minutes sur les odeurs de paix dans les files d'attente. Et bien voilà. Et toi Léa? Ah oui, on passe à moi. Eh bien, ma découverte préférée de cette année, c'était Danse macabre à Efteling. Je savais qu'on allait... Quelle surprise finalement. Voilà. Bon, on va pas en parler super longuement parce qu'on a déjà fait un épisode dédié là-dessus et je pense que les gens en ont marre. Mais après, on nous lance. Je pense que tu peux partir 2 heures dessus encore. Hein. Ouais, je vais me retenir et surtout que je ne veux pas spoiler Guillaume qui va bientôt, si j'ai bien compris. Ouais, j'y vais ce week-end et j'ai
pas écouté tout l'épisode parce que je me suis dit à un moment vous allez peut-être spoiler et donc je me suis dit j'écouterai après. Donc j'ai la première partie je crois, mais je me suis dit j'ai pas envie de me faire spoiler trop. Mais quand même j'ai envie de t'entendre parce que on peut le dire à nos auditeurs qui sont peut-être pas sur les réseaux sociaux ou quoi. Tu inondes les internets de contenu de la propagande. Un petit coup de cœur, non? Ouais. Un tout petit. Tout ça parce que son chat ressemble au chat dans ce macabre. Mais alors raconte parce que moi je connais pas, donc fais quand même fais un petit pitch quand même. Alors Danse Macabre, c'est une attraction qui remplace l'ancien château hanté d'Efteling Spook Slot, qui était un spectacle d'animatronique. Tu connais le Ride System, Guillaume? Enfin, je dois faire gaffe. Si, ouais. Non. Et donc en fait c'est une espèce de plateforme à la chasseur de tornades où tu es disposé sur des petits bancs de corail parce qu'en fait t'es dans une abbaye et donc t'es à l'intérieur de l'abbaye et il va se passer des choses sur cette plateforme tournante et je n'en révélerai pas plus mais donc c'est une sorte de flat ride, dark ride. C'est trop peu comme information, unique. Ça allait. Je vous laisse. Il faut y aller. Je reviens. Sans spoil, ça ressemble un peu. Enfin, c'est pas exactement chasseur de tornades parce que c'est pas les mêmes mouvements et tout. Il y a pas autant d'écran que chasseur de tornades. Mais dans l'idée, pour ceux qui, sans trop rentrer dans les détails, ça ressemble un peu dans le fait de plateforme tournante et tout. Mais vous savez que moi j'ai une peur d'être que tous les internets surévaluent complètement cette attraction et qui serait en fait juste un flat ride plus quoi. Voilà, ça c'est là où j'en suis. Peut-être oui, c'est un flat ride plus. Je sens. Oui, je veux te déshyper avant. Mais tu dis ça parce que tu dis ça ironiquement parce qu'il y a des grosses surprises au milieu qui font que en fait non, c'est pas un ride plus ou tu dis ça sérieusement? C'est tout confus. Wink wink. D'accord. Bon. Après, sans forcément rentrer dans les détails, mais juste en fait, par rapport à un autre flight ride assez classique, là, t'as beaucoup plus d'histoire. En fait, c'est d'habitude les flight rides, c'est un peu l'attraction que tu mets quelque part et tu t'en fiches. Tu dis voilà, on met ça parce qu'il faut remplir. Et là, c'est rare de voir autant de travail, de thématisation, de mise en scène sur la narration, tout ça pour une attraction. Il y a un vrai storytelling et j'ai rarement vu un ride system aussi adapté à ce qu'il veut raconter en fait. Parce que ça, vraiment danser la danse macabre, c'est vraiment très très bien et je suis vraiment ressortie de là en me disant j'ai jamais fait ça ailleurs, c'est unique. Ouais. Donc c'était une chouette impression. Je me suis lancé juste une petite vidéo pendant que t'en parlais. Alors je spoil rien du tout, vous inquiétez pas, mais je vois qu'à la fin les gens applaudissent. Et alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu dans des attractions. Moi je pense pas que ça ne soit arrivé. Dans celle-ci en particulier ou dans? On l'a fait 4 fois. Les 4 fois ça applaudit. Ah ouais, c'est dingue. Donc, c'est dingue ça. Il y a ça. Il y a Universal aussi, Pauline. Universal. Ah ouais, Universal ça. Ouais, mais Universal c'est forcé. C'est les employés qui te forcent ça. Ah ouais. C'est les employés qui quand t'arrives en gare ils vont applaudir et t'es en mode. Laissez-moi tranquille. C'est ça. Vous vous souvenez je sais pas si ça se fait encore au Walt Disney Studio, t'avais une haie d'honneur d'employés qui t'applaudissaient comme si c'est la fin du tournage, je sais pas quoi, à la fin de la journée. Vous avez pas connu ça? Quand tu quittais au milieu du parc ou à la fin d'une attraction? Non, donc au moment où tu sors du parc, donc là sous la grande arche, là, en fait, vraiment à la dernière heure d'ouverture du parc, il y a des gens qui sortent, mais en fait, t'avais une haie d'honneur. Quand j'ai une haie d'honneur, c'était peut-être 5 employés, ou 10, mais qui étaient là et qui pendant une heure étaient là. Bravo, vive la star, vedette. Ils m'y mettaient des mots du cinéma dans le truc pour dire que. C'était un peu malaisant, bon. Un peu gênant, ouais. Le boulot, quoi. Après, je restais pas au Walt Disney Studios jusqu'à la fin. Quand le titre on partait avant. C'est une bonne question pour Spotify. Qui est déjà resté jusqu'à la fin de la journée? Une journée entière, c'est-à-dire du matin qui au une soir, journée entière au Walt Disney Studios. Les filles.
Et en plus, on vous parle de l'époque, il y a peut-être 12 ans, un truc comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Il y a forcément un youtubeur qui a fait ça, je vois le titre déjà. Je passe toute la journée à Walt Disney Studios. Ouais, mais en vrai, aujourd'hui, t'as des spectacles. Si t'arrives à viser une journée où il y a plein de spectacles, déjà, ça t'occupe bien 2-3 heures. Donc, t'as des choses à faire. En fait, le truc, c'est que les spectacles... 2002, 2003. Ouais, Tu faisais moteur action 2 fois, ta journée était remplie. Hein. C'était tellement long. En plus, c'était tellement bien que t'avais tellement envie de le faire une deuxième fois, moteur action, c'était... mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, il y a plein de spectacles maintenant au Walt Disney Studios. Très bien pour ceux qui aiment les spectacles. C'est pas trop ce que je cherche dans les parcs d'attraction, donc j'y trouve pas trop mon compte, moi. Voilà. Mais... Salaud. mais- C'est bête, ça veut dire qu'il y a un parc en France que tu ne feras jamais. Et juste, C'est juste pour les spectacles, d'ailleurs. Ouais. C'est juste parce que c'est des c'est spectacles. très- hein, parce que- mais je vois pas pour quelle autre raison. Le thème, il adore. Les Le patron est fondateurs, super il gentil. adore. Très sympa, ouais. Les valeurs partagées par l'entreprise, c'est des valeurs que tu... Deux C'est les mêmes fraternités. valeurs. Ouais. On attendra votre épisode sur ce parc quand vous voulez. Moi, je serai derrière les écouteurs. Je risque pas d'arriver. Après, si, on peut prendre le contre-pied. Il y a des historiens, pour ceux qui n'ont pas compris, on parle du Puy du Fou. Et il y a des historiens qui ont fait des bouquins pour justement dire Ah le oui, Puy du Fou. ouais, c'est vrai. Et ça pourrait être marrant de au moins parler du bouquin un jour. Donc, Quelqu'un a invité, faudrait- en fait. Hein. bah oui, mais bon, je vais pas balancer des trucs comme ça en mode ouais, faudrait inviter. Ouais, c'est vrai, Guy c'est vrai, Leur c'est Cour. vrai. Ils viennent dans le prochain épisode. C'est ça. Et en fait, c'était du teasing, on avait tout prévu. Je suis en train d'écrire le mail. Là. Ouais, mais en fait, et après, ça fait être la déferlante. Ne vous lancez pas là-dedans, vraiment. Je ne souhaite ça à personne. Bon, Bon, revenons dans sur ce qu'on a. C'était très bien. C'était ma découverte préférée de l'année. Voilà. Et toi, Pauline tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais surtout que je t'empêche pas. Moi aussi, au pire, tu me spoil, c'est pas grave. Je veux dire, si t'as envie de dire des trucs. Est-ce que tu l'as faite à Halloween, tu l'as faite de nuit? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont... Ouais. Je l'ai faite le premier jour. Bah, d'ailleurs, on était Ah oui. avec Pauline. Nous avons robe droppé. D'ailleurs, c'était très marrant parce qu'ils avaient ouvert le parc 1 heure à l'avance sans rien dire à personne. Oh non. Ce qui Et fait vous que nous, étiez là déjà. on s'était pointé un peu en avance, mais pas autant à l'avance. Ouais, ouais. Il y avait déjà un peu de monde. Bon. Un Au petit final, seul. on a attendu 2 heures. C'est ça, si je dis pas de- Ah Alors, ouais, 2 ouais, heures. ouais. 2 heures ou 2h30? Ouais. Attendez, 2 heures au total ou 2 heures avant que le parc ouvre ou... Non, non, au total, 2 heures au Ok, total. ok. Ok. Mais en vrai, il y a un bon débit, donc ça va assez vite. Enfin, c'est bizarre. Parce que comme il y a un mini pré-show avant, par moment, on n'avançait vraiment plus du tout. Hmm. Pendant 5 minutes, t'avances plus et t'es en train de dire, bon, c'est tombé en panne ou quoi? Et puis, en fait, d'un coup, ça avance et à 100 personnes qui avancent d'un coup et t'es en mode, ah bah non, en fait, c'est... On a Ouais, découvert mais- que c'était parce qu'il y avait un pré-show, parce que on savait pas au début pourquoi ça mettait autant de temps. Surtout que au final, comme tu disais, c'est une attraction originale qu'on trouve nulle part ailleurs. Il n'y a pas trop eu de panne hein, quand on y était. Non, on a eu cette chance, surtout quand on sait l'année d'hécatombe qu'il y a eu au niveau des parcs d'attractions cette année. Ah, il y a eu... Ouais, enfin, il y a eu Bah, Feria, Louis, tu le sais bien, mais il y a eu quoi d'autre Oui, encore ouais. qui a merdé cette Enfin, on année? en parlera après, mais Amazonia. Ah, vous avez un petit florilège. Mais en tout cas, le premier jour, ça devait être chaud parce que du coup, il y avait une ambiance sympa, quoi. J'imagine que tout le monde était super hypé. Ouais. Puis les fans d'Efteling, c'est quelque chose. Hein. Ils sont vraiment Ah ouais. surinvestis. C'est quel fan? mignon, limite à voir. Alors, ils sont pas français, mais Ouais. on avait vu des stats qui disaient qu'il y avait quoi, 10 000 visiteurs français à Efteling chaque année. Ah oui, Ah oui, donc c'est rien du tout. En plus, Ouais, putain. c'est très bien. Français, c'est rien du tout. Ok. C'est pour ça que je fais de la C'est là parce propagande, que- les amis. Mais je crois qu'Efteling ne communique pas du tout sur le territoire français. Je veux dire, à part 2-3 réseaux sociaux qu'ils essaient de faire vivoter en français, ils... Ouais. Ouais, non, il Ils n'y a pas annoncent du pas tout de trop. campagne. Je savais pas s'il y a même pas de réseaux sociaux français. Si. Ah, si, oui. Tellement Ah. discrets qu'on sait pas qu'ils sont pas intéressants. Enfin, c'est pas très intéressant, quoi. C'est juste des photos de marketing postées sur Insta et tout ça, quoi. Il y a un Bah, compte. il suffit de le voir. Hein, dès que t'as des reportages dans les parcs, sur les parcs en France, Ouais. c'est tout le temps Europa Park, Port Aventura, Disneyland Paris, Parc Astérix. Ça commence à faire de la route, hein, quand même. Je veux dire, si tu viens de Paris, ça fait combien en voiture pour aller à Efteling? 5 heures. Ah, tu vois. Ouais, mais c'est moins loin. C'est moins long que qu'Europa Park, ouais. Ouais, et puis il y a la langue et tout. Ouais, c'est simple. Je vois, c'est simplement ça, ouais, effectivement.
Ouais, à Bruxelles, je suis bien parce que quand même, on est au milieu d'un Tu es peu dans le tout, quoi. Orlando. Ouais, Donc, ça veut dire que Disney World, c'est Walibi, si je comprends bien. Bon, ok. c'est ça. Je trouve pas d'Insta, moi, hein, Guillaume, je te le dis. Le compte s'appelle Efteling Parc d'attractions. Un truc. Mais après, je me d'accord, demande bizarre. si ils limitaient leur com en France jusque-là parce qu'il y avait la limite des 5 millions de visiteurs qui pouvaient leur tomber sur le nez. Donc c'est-à-dire que le voisinage, bon, comme dans tous les parcs d'attractions, est assez chiant avec le parc. Ouais. Et voulaient leur intenter une sorte de réglementation auprès de je ne sais quel conseil régional, etc. Ouais. pour limiter le nombre de visiteurs à l'année à 5 millions de visiteurs. Mais ils sont déjà Ah. dessus, je crois, depuis quelques années. Ils disaient- Je crois que justement le verdict officiel est tombé il y a quelques mois et que donc c'est bon, ils peuvent aller au-dessus. Et du coup, je me demande à quel point ils se disaient bon, on va peut-être pas investir dans de la communication si on peut pas accueillir plus de 5 Ah ouais, millions de ok, visiteurs, ouais. je ne sais pas. Après, ça reste une théorie foireuse au doigt mouillé, mais Les deux, les comptes Efteling France et Efteling UK sont rigoureusement les mêmes. C'est les mêmes postes, dans le même ordre et tout. Donc, tu vois, il doit y avoir juste une team qui se disent, bon, l'Angleterre, la France, tout ça, vous nous faites un poste par semaine ou je sais pas quoi, vous traduisez et ça suffira bien, quoi. Mais Donc, cela dit, il y a dans les points, enfin quand tu vas demander au guichet, enfin je sais pas comment le dire, je vais y arriver, le guichet d'information des parcs, tu sais, où tu poses une question, ce qui s'appelle CTO, la Disney, là, ou dans les réceptions des hôtels, en fait, tu as quand même régulièrement des employés qui sont parfaitement bilingues français, quoi. Enfin, bilingues. En tout cas, ils parlent français, j'étais vraiment étonné. Et donc, quand même, ils investissent dans le recrutement, quand même. Bah, je dis pas à tous les postes, hein, mais à des postes un peu clés comme ça, j'étais vraiment étonné. Ils font ça bien quand même. Franchement, ils font tout bien chez Efteling. C'est incroyable. Mais c'est pour ça que ça m'étonne que tu dis ça, parce que moi, après, moi, je suis un peu dans ce microcosme, mais je vous entends beaucoup parler les uns les autres de Efteling et j'ai l'impression que, enfin, j'entends de plus en plus parler, donc que tu me dises 10 000 Français par an, ça m'étonne aussi que ce soit. C'est peut-être 20 000. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est vraiment rien du tout, quoi, par rapport au reste. Mais en même temps, moi, je me dis, je pense que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les Français, ils ont vraiment cette vision parc à thème égale gros coaster. Tu vois, le nombre de fois où ça va dire ah, moi j'adore Europa Park parce que c'est là-bas qu'il y a les meilleurs coasters. Ah non, c'est Port Aventura, c'est là les meilleurs coasters. Non, c'est Parc Astérix, c'est Disneyland Paris, c'est nul parce qu'il n'y a pas de gros coasters. Tu vois, tu pourrais dire à la limite Disneyland Paris, je sais pas, c'est trop cher, il y a trop de monde ou des trucs comme ça. Mais tu vois, c'est tout le temps, c'est souvent, il n'y a pas de gros coasters là-bas. Et je trouve que ça, en France, ça tourne beaucoup autour des coasters et Efteling qui a quelques-uns, mais si tu vas clairement pas à Efteling pour les coasters, je me demande si c'est pas l'une des raisons pour laquelle ça arrive pas trop bien à percer en France. Ouais, c'est pas impossible. Mais après, peut-être. Ça reste aussi quand même beaucoup la com, hein, comme tu disais, parce que pour les familles ou pour les gens qui sont pas park fans, qui font pas l'effort d'aller chercher, tu vois, de la nouveauté, bon bah tu connais pas quoi. Enfin, il y a pas d'affiche dans le métro, il y a pas de pub à la radio, il y a pas, enfin tu vois, et si c'est pas local, si c'est pas dans ton coin et que tu connais un peu de toujours, enfin tu vois, faut quand même aller faire cet effort-là d'aller chercher d'autres parcs et tout, et ça tu tombes déjà tout de suite un peu dans le domaine enfin pas du fan, mais des gens un peu plus éclairés entre guillemets quoi. Et il y a peut-être aussi un facteur, plus tu montes dans le nord, plus ça caille, plus il pleut, plus ça donne pas envie de partir là-bas, quoi. Alors, j'y habite, je le sais, c'est pas comme, enfin, c'est pas le même. Tu habites à Efteling? J'habite dans le Bois des Comtes, oui, tout à fait. Oh, mais quel charmant. Et parce que en fait c'était on avait eu les stats parce qu'il y avait eu un article. C'était l'article du Figaro. C'est ça, il y avait eu un article du Figaro sur. Est-ce qu'on leur fait confiance à ces gens-là? Mais il paraît que le journaliste il connaît, donc on va lui faire confiance à lui. Où c'était comment ce parc néerlandais méconnu veut attirer les Français avec ses attractions uniques au monde. Et donc c'était un truc sur Danse Macabre. Et j'arrive pas à retrouver le chiffre. C'était dedans qui nous avait donné le chiffre. Donnez vos sources, le Figaro. D'où viennent vos chiffres, monsieur? Du coup, je vais aller lire cet article. C'est marrant que ça parle de ça dans la presse française. Ouais, c'est un des seuls gros articles sur Efteling dans la presse. C'est 25 000. Ok, ouais, c'est putain, c'est que dalle. Wow. Ouais. Et c'est ça. Mais par contre, ils disent quand même que c'est en progression de 20% sur un an.
Ah oui. Donc, tu vois, en fait, c'est que petit à petit, ils sont en train d'augmenter. Ouais. Mais l'article est en vrai, on le mettra probablement en description si on y pense. Mais il est très bien foutu. Vraiment, il rentre dans les détails. On dirait pas, je suis pas la plus, généralement à faire le truc de Figaro. En accès libre, j'ai l'impression en plus, donc c'est bien. On sait si c'est un parc fan Je pense que c'est un parc fan ou en tout cas quelqu'un qui s'y connaît Alors, un c'est minimum. Thibaut Parce que- Deléaz, d'après ce que je Vous le vois. connaissez ou Si quoi tu nous là écoutes, Ah mais vous le connaissez. mais s'il nous écoute, qu'il se manifeste. Ouais, bah son dernier tweet, c'est un tweet, son tweet pinned là, épinglé, c'est un truc sur Disneyland Paris aussi, donc peut-être qu'il a quand même une petite expertise. Ouais, Alors, il tu sais a quoi, le écrit Figaro, pour, tout est pardonné. Non. Non mais tu sais c'est comme il y a des une autre digression, allez hop, il y a des journalistes comme ça qui ne reflètent pas forcément la ligne édito de leur journal ou de leurs journaux, et je pense aussi à un gars qui fait chaque été pour BFM une série d'articles trop stylés et de podcasts d'ailleurs sur les films. Merde, comment il s'appelle? Bon, je vais retrouver, mais il a un podcast sur les fails de films, notamment sur les comédies françaises qui ont complètement bidé. Ouais. Et il fait un super podcast là-dessus où il interviewe les acteurs, les producteurs, les réalisateurs. Je vais retrouver son nom d'ici là. Et à C'est chaque genre fois, c'est la caution de gauche à chaque Oui. fois. bah un peu, voilà, c'est pas si politisé que ça, mais en tout cas la caution journalistique effectivement un peu plus sérieuse, un peu plus poussée, tu vois, comme tu dis, avec tu vois, avec une vraie recherche, voilà, quelque chose d'assez pertinent et moins dans en tout cas pour ce qui est de BFM, moins dans le sensationnel quoi. Guillaume Lachasse, voilà, c'était ça son nom. Très bien. On l'embrasse. Oui. Il a pas de raison. Oui. Peut-être c'est lui aussi l'écoute, hein, on sait jamais. Peut-être tous les journalistes écoutent le podcast. Oui, bien sûr. Jérôme Lachasse, pardon. Dernier petit truc sur Danse Macabre, parce que je sais plus si je l'ai dit dans le podcast. Faites-le de nuit, voilà, si vous avez l'occasion. L'ambiance est très très sympa, notamment dû au fait que la file d'attente est principalement en extérieur, et que c'est très atmosphérique. Je ne sais pas si ce mot est français. Après, oui, il y a pas d'effet supplémentaire. Parce que j'ai vu Guillaume regarder un peu d'un ordre. Oh, il n'y a pas d'effet Non, non, mais supplémentaire. J'essaie de grappiller des infos. Non, pas du tout. Moi, je trouve que le sound design fonctionne d'autant plus quand il fait sombre. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais oui, c'est vrai mais, que... Est-ce qu'il y a des chansons de Catherine Arbuste qui sont Mais diffusées bien dans sûr. la film? Non. Ouais. Non mais Non. tu sais, imagine celle-là. dans le loop musical. Imagine une réorchestration de, je sais pas, Babouchka, un truc de Kate Bush, quoi, un classique, mais en mode orchestre symphonique. Bah ça, ce serait chef's kiss. peut-être qu'on est passé à côté, hein. Et après, il n'y a pas de musique dans la file d'attente. Ah ouais. Il y a il y en a au moment attends. du pré-show, mais avant, il n'y a pas de musique. Ou alors, on parlait trop fort et on n'arrivait pas à l'entendre, mais... Il y a Et- sous le Porsche, il y a une musique. Ah ouais, bah alors si c'est au niveau du Porsche, tous les Mais- temps, ils n'ont pas mis 50. Parce que c'est vraiment... c'est juste avant qu'on te dispatche, donc... Mais c'est- pour ceux qui n'auraient pas la rêve de Oui, Kate Catherine Bush Arbuste. et tout, Catherine Arbuste, c'est la traduction en français de Kate Bush. Et en fait, il faut savoir que mais Kate d'accord. Bush, à l'époque, elle était toute jeune star, et en fait, elle a participé, entre guillemets, à l'inauguration de Spookslot, enfin à la promotion de Spookslot. Elle a tourné des clips, notamment à Efteling, et notamment donc dans le château hanté de l'époque. Je savais pas du tout, incroyable. Et donc en référence, ils ont mis un Easter egg, et comme l'attraction est censée se passer en France... Enfin, Non, pas en France, mais en gros, En tout cas, Danse Macabre. Danse Voilà. Macabre, C'est Camille Saint-Saëns, donc la France, Cocorico. Ils ont francisé Kate Bush. Résultat, c'est le seul truc qu'ils ont francisé, hein, parce que le pré-show full néerlandais, ça, on l'a bien senti aussi. Ah ouais, vraiment. C'est comme dans la Villa Volta où t'as un truc d'une demi-heure et d'un vieux qui te parle en flamand en néerlandais. C'est moins long, mais c'est tout aussi incompréhensible. Aïe aïe aïe, ok. Vous savez quoi, j'annule mon trip On à a- Efteling, voilà, c'est comme ça. Ah non, Pauline. Oui, mais t'as demandé à des néerlandais de Mais te royalties, traduire, et résultat, ça. t'as la traduction en anglais. C'est vrai, je pourrais te l'envoyer si tu veux. Il n'y a pas des petits écrans qui traduisent comme au baron non, ok. Oh là là. Malheureusement, non. Bon.
et ben on ira se C'est faire. surtout qu'en plus, avant on était en mode oh là là, Efteling, ils font des efforts pour inclure tout, enfin pour comprendre toutes les langues et tout. Si vous parlez pas néerlandais, allez-y, vous en faites pas. Maintenant aujourd'hui, ils font l'effort. Si on savait à l'époque. Ils ont vu. Après tous les efforts, il y avait que 20 000 Français qui viennent, ils ont jeté l'éponge tout simplement. Voilà, moi je comprends. Hein, Oui, mais peut-être pas obligé de mettre en français, mais au moins en anglais. c'est vrai. C'est Un vrai. peu plus. Mais c'est encore Tu plus loin. comprends est-ce que- néerlandais, Guillaume, ou pas? Je t'ai jamais demandé. Oui, allez, je suis à 3 sur 5. Ah ouais. Mais le truc, c'est ça que en Belgique, nous, on apprend, si tu veux, plutôt le flamand. Alors, c'est surtout une question d'accent. Et donc, quand Ouais, je je vais vois aux que c'est Pays-Bas, pareil, mais c'est- moi, j'ai du mal à tout comprendre parce que c'est vraiment des accents qui sont encore plus gutturaux et voilà. Mais je suis sûr que je vais rien comprendre parce que tu sais, même quand Encore plus laid. T'es en train de dire que c'est encore plus laid. oui, Ah, c'est vrai. bon. Mais même quand Ils c'est nous des écoutent langues, pas. Ils nous écoutent pas. Ils comprennent C'est vrai. rien. c'est des fils de pute. Sauf on peut les. dire. Mais pas du tout. Non, mais qu'est-ce que je veux dire que moi, dans les parcs d'attraction, je suis tellement surstimulé par tous les sens, le son, le visuel, machin, que même quand c'est dans une langue que je comprends, genre l'anglais, en fait, tout me passe au-dessus de la tête, quoi. J'ai fait Rise of the Resistance, je n'ai rien compris, quoi. J'ai compris quand on partait dans un vaisseau, qu'on arrivait sur une base, machin, et puis voilà. Mais après ça, ouais, je comprends qu'il y a un méchant, et voilà, quoi. Mais après, les storylines de Disney sont tellement élaborées qu'on comprend rien dans tous les cas. Mais je pense que t'es pas le seul comme ça, et à mon avis c'est quelque chose que quand même les designers ont en tête, parce que t'as effectivement une histoire visuelle, t'as une histoire audio, t'as une histoire enfin même avec les mouvements, et t'es pas obligé d'avoir tout, enfin de tout intégrer en direct live tout le temps. Alors, sauf peut-être pour Danse Macabre, comme tu disais, là, qu'il y avait un gros storytelling là-dessus, donc peut-être que si tu suis pas, mais d'ailleurs comment t'as suivi? C'était en quelle langue? Mais en néerlandais, Louis. Justement, le storytelling dans le ride, enfin, il n'y a pas de parole, donc Ah ok. là, Ok. donc là, t'as pas besoin de parler néerlandais. C'est vraiment juste la musique. Et après, voilà, pour approfondir un peu l'histoire, t'avais des sortes de making-of qui racontaient un peu l'histoire, mais qui sont vraiment pas essentiels hein, pour comprendre d'accord. le tout, et qui sont sous-titrés en français Ah. sur la chaîne officielle d'Efteling, YouTube. Quand t'es comme ça à suivre tous les concept art, des trucs dans le genre, il y a des Oui. personnages que tu vois revenir, qui deviennent récurrents. Tu te dis tiens c'est marrant, il y a un personnage qui revient constamment dans la com autour de l'attraction. Tu te doutes que Ouais. il va avoir un rôle important. Quoi. C'est Ok. Est-ce que c'était tout ce qu'on avait pour Danse Macabre? Alors, on va prendre un podcast aussi si besoin. Oui. Ah, On vous invite à aller l'écouter, évidemment. Et toi, Pauline? Alors moi j'hésite entre plusieurs, mais je pense que mon Spotify Rap a décidé pour moi, parce qu'en numéro 1 j'avais littéralement 2 chansons de C'est du délire, et donc je suis obligée de dire que c'est du délire ma nouveauté préférée, donc moi c'est un spectacle. Mais qu'est-ce que c'est du... Mais pourquoi il m'a envoyé ça? C'est qu'il est clos, c'est qu'il est clos, qu'il y est. Attends, je vais voir. Parce que je veux juste récupérer la reine, mais il y a... Ah, c'est qu'il est clos. Je vais te scanner, mais peut-être avoir une réponse. Attendez, je fais ça. Je vais voir si j'arrive à la scanner, il faut qu'il se tape.
Non, non. Attendez, je veux voir un truc. Est-ce que je peux le scanner? Maintenant. Mais vas-y, tu te relances par contre. C'est du délire. Et donc, c'est du délire. Et donc, je suis obligée de dire que c'est du délire, ma nouveauté préférée. Donc, moi, c'est un spectacle. Mais qu'est-ce que c'est du délire, Pauline? C'est un spectacle, c'est une nouvelle comédie musicale, la première comédie musicale du parc Astérix. Et donc, ça raconte l'histoire de Groupie du Pianix, un jeune Gaulois, un jeune barde qui veut faire de sa carrière professionnelle en tant que barde, mais sa mère ne veut pas parce que sa référence c'est Assurance Tourix et le fait d'être attaché à un digoté, c'est ça. Et donc lui il décide avec Sérotonine qui veut devenir druide, la première druidesse les deux vont essayer de faire un plan ensemble pour réaliser leurs rêves respectifs. C'est ça. Et ça tourne mal. Non. Mais ouais, un pari risqué quand même, je trouve, de la part du parc Astérix, parce que les comédies musicales en France, dans un parc d'attractions, enfin, fallait oser. Disney le fait, mais c'est Disney quoi. C'est parce que Disney ils ont à côté des films qui sont déjà des comédies musicales, donc t'as juste à transposer. Le matériel existe, les chansons existent, tout ça. Quoi. Exactement, c'est ça. Voire même tu t'attends à entendre les chansons. Je pense que quand t'es pas un fan de parc et juste tu veux aller à Disneyland Paris avec ta famille, tu veux entendre les chansons du Roi Lion, d'Aladin, de La Belle et la Bête, de Reine des Neiges. Surtout la Reine des Neiges, je crois que tout le monde a encore envie d'écouter cette chanson-là, ou une bonne partie de fois par jour. Oui, mais ça n'empêche que pendant Illumination, on n'y reste pas beaucoup maintenant aujourd'hui, certes, mais dans Illumination, dès que Libéré, Délivré commence, t'as quand même tout le monde qui est en mode constamment. Mais je pense que c'est aussi le lieu et le moment, quoi. C'est vrai qu'on est tous saoulés de cette chanson, mais en fait, pour les personnes qui vont, peut-être pas souvent à Disney, etc., enfin, s'il y a vraiment un moment où il faut la voir et un lieu, tu vois, c'est à ce moment-là, donc je comprends que ça puisse rajouter de la magie, évidemment. Puis ce qui est bien, c'est que, voilà, après la Reine des Neiges, je pense que c'est terminé, on va plus en entendre parler à Disneyland Paris. Non, c'est pas ouais. Ils en sortent, on en est combien? Il y en a deux? Ils en sortent un troisième ou pas? On le sait ça ou pas? Ils en sortent un troisième, ils en sortent un quatrième. Ils sortent surtout un land aussi. Ça oui, ça je sais. Je pense que c'est quand même au courant qu'un ça je sais, j'ai vu les photos. C'est à ça que je faisais référence, mais oui, effectivement. Mais ils sortent au moins 4 films, ouais, ok. Oui, il y a un 3 et un 4. Le 3, il sort en 2026, 7. Il sort en 2027, parce qu'en 2025, c'est Zootopie, en 2026, on ne sait pas. Ok, donc ça, c'est sûr que c'est 2027, La Reine des Neiges 3, si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Donc, quand on parle de la Reine des Neiges, moi j'ai toujours envie de recommander ce truc. J'espère que c'est encore sur Disney+. Il y a un making of, je crois, en 4 épisodes de la Reine des Neiges 2 qui est absolument un truc à voir, qui est assez feuilletonnant aussi. Je sais pas si vous l'avez regardé. Je vois ce que c'est, mais je l'ai pas vu encore. C'est très intéressant parce que, alors moi je vous le dis, je n'ai rien compris à la Reine des Neiges 2. Tout est cryptique, tout est symbolisé, les feuilles, les trucs, les machins. Enfin voilà, rien capté. Mais je pense que c'est quand même un chouette film, mais je le trouve un peu complexe. Et ce qui est marrant, c'est que dans le making-of de A à Z, ils font des screenings avec des gens lambda pour que les gens lambda leur disent s'ils comprennent ou pas. Ils leur disent, les gens lambda, on comprend rien. Ils continuent à aller ils n'écoutent pas. Il y avait un truc que je trouvais intéressant aussi, c'est que tu as plein d'autres réalisateurs de chez Disney, de chez Pixar qui en fait se donnent du feedback les uns les autres et ils disent la même chose, on comprend rien, simplifié. Et en fait ça m'a rassuré, mais en fait c'est pas juste moi qui suis fou de trouver que ce film est très complexe,
Apparemment, on leur a dit de A à Z, mais ils ont continué la tête dans le guidon à faire ce qu'ils voulaient faire, quoi. Non, puis moi, un truc qui m'a fasciné dans le making-of, c'est qu'ils sont en mode... donc pour ceux qui se rappellent pas, dans La Reine des Neiges 2, t'as tout un mystère avec une voix, ou qui est cette voix qui appelle Elsa, Ouais. c'est vraiment tout le principe de l'histoire, et ils sont en mode, ils commencent le film, ils sont là, bon, on sait pas ce que c'est cette voix, on va bien voir au fur et à mesure du film qui est derrière cette voix, et tu fais, Ah oui. ça me paraît quand même être une question importante à répondre quand tu commences le film, mais ils n'avaient pas cette info, et c'est typiquement ce genre de truc où, et en fait, je pense que dans leur tête, quand ils ont voulu faire le making-of de La Reine des Neiges 2, c'était en mode ça va être incroyable, on va avoir une belle histoire. Sauf qu'en fait, ils ont tout l'inverse. Tu découvres que tout le film a un peu été fait... je vais pas dire que c'était une production de l'enfer, parce que je pense qu'il y a des productions qui sont bien pires. Mais t'as quand même des trucs ou des moments où t'es en mode c'est pas tout rose, quoi. Mais ils ont tout montré et c'était assez intéressant. Exactement. Je trouve que c'est assez cool qu'ils aient quand même gardé tous ces moments où on leur dit c'est compliqué, c'est pas bien, faites comme ci, faites comme ça. Et ça m'étonne d'un truc aussi contrôle fric que Disney d'avoir quand même publié tout ça. Peut-être qu'ils ont coupé les morceaux les plus pires. Oui, je pense qu'il y a des trucs pires qui ont été coupés. Imagine la mauvaise ambiance. Sans dit long. Ouais. Mais c'est incroyable parce que je crois que Pauline t'en parlait, mais peut-être dans un flanc, le fait que les productions, notamment des films d'animation, pouvaient se faire au fur et à mesure de l'écriture, quoi. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'évident qu'un film était produit à partir d'un scénario qui était fini et qui était, tu vois, approuvé par tout le monde. Et je sais plus dans quel épisode c'était, mais tu disais non, parfois ça commence à animer et tout, et puis on décide au fur et à mesure, ça va le fait, quoi. Donc ça peut être le cas. Ouais. J'ai découvert ça quand j'ai commencé à bosser pour Illumination, c'est que j'étais en mode surprise. En fait, ils appellent ça la production à l'américaine, et parce que donc je suppose qu'en France on écrit le scénario en entier, mais en tout cas c'est ce qu'ils appellent à l'américaine, où c'est en fait on sait toujours pas pour tel film, on sait que le méchant il va être battu parce que forcément il faut que le méchant il perde et que le gentil gagne, mais tu sais pas exactement dans quel contexte ils vont se battre, tu sais pas comment le gentil va battre le méchant, et j'étais là en mode puis des fois tu sens aussi que dans les films ils galèrent à trouver justement à trouver, t'as des scènes qui repassent 50 fois, ils te font un premier test, puis après ils disent non ça nous plaît pas, donc faut la réécrire, et t'es comme ça fait 1 an que t'es sur la même séquence, on a marre de voir les plans, ça avance toujours pas, et ceci est peut-être du vécu. C'est ça. Il faut souvent en parler. C'est dingue. Bon, écoute, voilà, vous saurez tout. Mais donc pour revenir sur C'est du délire. Oui, en fait. Est-ce que tu me permets? On est dans la file d'attente ou quoi là? L'enfer. Mais c'est du délire. Déjà les chansons sont très bien. Vraiment, ce que j'ai dit, c'était mon stop. Après, moi, j'adore les comédies musicales de base, mais les musiques, j'avais peur parce que on savait pas exactement ce que ça allait donner. Justement, on disait que c'est la première comédie musicale du parc Astérix. Je savais pas du tout sur quel pied ils allaient y aller, quoi. Sur est-ce qu'ils allaient faire un truc très premier degré ou plutôt parodique, et donc résultat, ils ont pris le duo Vidal et Salvia, donc qui sont un duo de compositeurs qui font déjà des comédies musicales ailleurs sur Paris en général. Et c'est des pros, quoi. C'est pas des gens c'était pas une parodie de comédie musicale, c'est des gens qui adorent les comédies musicales. On a pu les interviewer, et à un moment on est parti en off sur 1 heure, je pense, on a juste parlé de comédie musicale comme ça, en disant et tout. Puis après on a commencé à parler des comédies musicales dans les parcs Disney, et c'était une discussion pour des nerds de parcs et de comédie musicale. C'était très spécifique. C'est très précis, ouais. Mais c'était... on kiffait tous, et c'était notre premier épisode, tu vois, et... Oui. C'est un peu nos parrains. C'est les parrains du podcast. Ah oui, je me souviens. C'est très très cool de les écouter. Et c'est quel style? Parce que moi je l'ai pas entendu. C'est quel style de musique? Est-ce que c'est très comédie, très pop? Est-ce que c'est plus électro, rock, hip-hop? Enfin, tu vois, il y a un peu généralement un peu des grandes lignes comme ça, ou c'est Justement, ils ont un peu mélangé les genres. C'était une volonté d'avoir plein de genres. C'est quand même très ça s'appelle du rap. Ah oui, voilà, il y a un. la comédie musicale classique, quoi. Pop, ouais, c'est assez classique. Par exemple, la première chanson,
C'est une ouverture typique en fait de comédie musicale. Ça fait un peu penser à La Belle et la Bête en fait. C'est ça. C'est ce que c'est une parodie. Je disais, c'est pas des parodies. Et la première chanson, c'est une parodie. Mais c'est pas full parodie, mais ça se veut un peu genre une parodie de Belle dans La Belle et la Bête. Donc la chanson d'ouverture. D'accord, dans le village. Ouais. Ouais. Mais dis-moi si je me trompe, c'est ce que j'ai cru comprendre en écoutant votre épisode, parce que moi j'ai pas eu la chance de voir C'est du délire, parce que je suis pas allé au Parc Astérix cette année, mais j'ai l'impression que les deux auteurs sont leur inspiration principale, c'est plus l'école américaine de Broadway, plus que les comédies musicales qu'on a en France, qui ont eu aussi un gros succès dans les années 2000 et tout, mais c'est pas du tout ce genre de truc-là. Et que tu chéris tant, Guillaume. Oui. Mais tu vois, on leur a parlé à un moment des références. Ils nous avaient sorti Something Rotten, une comédie américaine. Je sais que ça, on n'en a pas parlé, mais je suis quasi sûre qu'ils ont des références à Legally Blonde. Le musical, incroyable. C'est ça. Il y a eu un musical. Mais il est super bien. En fait, il est très bien. Il y a moyen de le trouver sur YouTube. Il était passé sur MTV. La qualité est dégueu, mais c'est incroyable. Le tableau d'entrée est génial. Ok. Et je pense que c'est pour donc la musique Je veux du tonus. Donc il y a la scène où ils forment sans contexte, ça est bizarre, mais Groupie du Pianix essaye d'entraîner des troupes romaines en leur disant comment se battre et comment devenir aussi fort que des Gaulois. Et je suis persuadée, j'ai totalement oublié de poser la question à l'époque, mais je suis persuadée que c'est un peu pas une référence, mais dans l'esprit, ça ressemble à dans Legally Blonde, où ils ont aussi une scène comme ça de training, de sport où ils dansent et tout. Donc, mais tu sens qu'ils sont beaucoup plus fans des comédies musicales américaines. Ouais. Il y a quand même quelques références à des comédies musicales françaises, notamment à Roméo et Juliette. Mais tu sens que ce qui les inspire, c'est surtout Broadway. Ce qui est très cool, c'est qu'ils ont l'air de vraiment bien rendre hommage à leurs inspirations, en fait. Je trouve que il y a effectivement au Parc Astérix un côté qui parfois peut être très dans le jeu de mots, la parodie, etc. Mais ils ont l'air d'avoir fait un truc qui est vraiment un travail de cœur, quoi, en fait. Et surtout sans que ça interfère avec ta compréhension de l'œuvre, c'est-à-dire que même si t'as aucune rêve de comédie musicale, ça t'empêchera pas d'apprécier. Si tu les remarques, tant mieux. Si tu les remarques pas, tant pis. Et pareil, il y a des références aussi à plus la pop culture en général, et c'est pareil, tu passes à côté, c'est pas grave, tu passeras un aussi bon moment devant, quoi. Oui, puis de manière générale, ils sont très fans d'Astérix aussi, ça se sent, tu vois. Déjà, ils se sont embêtés à essayer de trouver, forcément, on peut dire, trouver un nom en X, ça fait partie du jeu, mais tu vois, Groupie du Pianix, ça marche quand même très bien pour un personnage, un barde et tout. C'est fait vraiment dans le ton Astérix, où t'as presque envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas déjà eu un barde qui s'appelle Groupie du Pianix? T'as presque envie de regarder tes BD pour voir si ça n'existe pas déjà, quoi. Mais, et puis même aussi, sans forcément faire que des références à la BD, mais même il y a aussi des références aux dessins animés, aux films live, donc ils sont... Ah, ça c'est cool. Je sens qu'en général ils sont très fans d'Astérix. Et j'allais dire aussi la femme barde, ça c'est quelque chose qui justement qui est nouveau aussi, parce que je me disais encore... druide, pardon. J'ai dit barbe en plus parce que je pensais à la barbe du druide. Bref, ça c'est très emmêlé. Mais il n'y a pas eu de femme druide dans les albums, à ce que je sache. Donc c'est chouette d'intégrer aussi un peu une nouvelle identité comme ça, quoi. Ça ressemble un peu. C'était le deuxième film d'Astier. Ah, c'est en 3D. Le secret de la potion. C'était le secret de la potion magique. Où justement il y a une petite fille qui va se retrouver, spoiler alerte, qui va se retrouver à devenir un peu barde. Qui va se retrouver c'est pas dit à 100% qu'elle devient druide, mais tu sens qu'elle est un peu en mode... parce qu'en même temps la petite fille elle a genre 5 ans. Heureusement qu'il n'était pas déjà en train de l'informer et qu'il lui laisse un peu de temps et tout. Mais tu sais, à l'époque, 5 ans, t'avais déjà ton métier attitré, je pense. Hein. T'avais pas l'espérance de vie. Fallait pas traîner, hein. Mais donc il y a des déjà un peu ça. C'est cool. Mais après là, c'est pas du tout. En fait, c'est pas du tout abordé de la même manière, donc ça dérange pas du tout.
Ok. Et puis même, mais tout, je trouve que quand tu vois les détails ou sur les costumes, sur les décors, tu sens qu'ils ont tout était vraiment poussé et tu sens que tout le monde, mais même les comédiens sur scène ont l'air d'avoir kiffé faire ça. En même temps, il faut parce que pour aller au parc Astérix, quand t'es la plupart, on va pas se mentir, ils travaillent normalement sur Paris, donc ils ont peut-être pas forcément de voiture, donc c'est beaucoup plus galère de devoir aller à Astérix et tout. Et mais résultat, et tout le monde a l'air de beaucoup aimer le projet et ça se ressent et donc malheureusement il y a pas de vidéo parce que c'est pas le droit de filmer. On peut faire des photos mais on n'a pas le droit de filmer. Donc vous ne pouvez pas voir à quoi ça ressemble au-delà de quelques images et écouter la BO sur Spotify. Parce que merci. Ah ouais, ils ont sorti. Ils sont en général, c'est cool. Eux, ils ont pas traîné au bout de je pense 10 jours ou 2 semaines, un truc comme ça, 2-3 semaines max. Ils avaient déjà sorti tout l'album sur Spotify, mais quand je dis tout l'album, c'est donc t'as toutes les chansons. Mais t'as aussi toutes les instrus des chansons. T'as parce qu'ils ont mis une musique en arrière-plan pour les passages où ils sont en train de parler. Ils ont mis toutes cette BO et en plus ils ont mis la musique du pré-show, des saluts et du post-show. Donc ils ont tout et tu peux te refaire la comédie musicale dans ton salon. Il te manquerait juste les dialogues et l'image, mais c'est trop cool. Tu peux. Et quand tu vois en comparaison à Disneyland Paris qui a un peu il y a un peu du mieux où ils commencent un peu à mettre la musique de leur spectacle. On attend l'audio Together quand même. C'est toujours pas sur les plateformes, ça? Non. Officiellement? Non, il y a une chanson. D'accord. Parce que t'as officiellement. Non. Il y a une chanson qui est sur les plateformes. Il y a. Le thème principal. Ah oui, si, ils l'ont sorti. Le thème principal, ils l'ont sorti de Together, oui, c'est vrai. Ouais. Mais moi, je le remix Big Blue World Somewhere Beyond the Sea, là. Ah, ils ont mis Big Blue World dedans à Together? Je sais pas, mais j'ai toujours pas vu Together. J'ai spoilé. Non, mais je trouve ça trop cool parce que je trouve ça fait partie du canon, quelque part, donc c'est chouette. Je suis bien cool. Trop cool. Mais parce que t'as un peu des galères avec Disneyland Paris où c'est pas Disneyland Paris qui mettait les musiques sur Spotify. Ah oui. C'est incroyable, ça. Scandale. Drama. Ouais. Et c'est surtout qu'en plus ils strikaient les vidéos des gens. Donc même si sur YouTube tu te retrouves à utiliser, peut-être pas Together parce que c'était pas, tu pouvais pas filmer, mais si tu filmais, je sais pas, le truc des 30 ans, comme c'était un Gus random qui l'avait mis, il strikait ta vidéo, t'étais en mode comment ça, il a pas les droits lui, qui touchait de l'argent dessus. C'est un truc de furieux sur YouTube. Ouais. Quand t'es le premier à dire ça c'est à moi, en fait ensuite tu peux récupérer la thune jusqu'à preuve du contraire. Mais non. Ouais. Ah mais là, ça avait fait toute une histoire sur ça. Et donc c'est pour ça ils avaient un peu en partie, avant que Disney les remette officiellement, les musiques étaient disponibles, par exemple du 30 ans étaient disponibles sur Spotify avant de disparaître, d'avoir été supprimées parce que c'était pas Disneyland Paris qui voulait le mettre. C'est pour ça que, comme je le disais sur je ne sais plus quels réseaux sociaux, je crois il y a même pas 2 semaines, quand vous voyez un truc qui vous intéresse, que vous plaît, soit sur votre ordinateur, sur le disque dur, parce que le contenu n'est pas là pour rester ad vitam aeternam, quelle que soit la plateforme, etc. Très malheureusement, souvent faut pirater quoi. Exactement. Et d'ailleurs, à propos de ça, je me suis dit, pas possible que c'est du délire, il n'y ait pas un petit malin qui soit amusé à foutre son téléphone sous le manteau et fait, je ne trouve rien. Alors, sur YouTube, il n'y a pas de... Je balancerai pas de nom. On s'arrangera avec Pauline après Un petit malin l'a fait. Un petit malin l'a fait. Et il s'est fait taper sur les doigts par Astérix. Mais les gens ont tenté. Mais oui, mais tu vois, c'est fou parce que généralement, ce genre de règles, nous, les Français, et spécialement les Gaulois, on est au parc Astérix, on se dit, quoi, vous me demandez de ne pas filmer? Eh ben, rien que pour vous emmerder, je vais le faire. Non, mais tu vois, c'est un truc qui est généralement assez peu respecté, même dans les coasters, on vous dit, prenez pas votre téléphone, machin, t'as toujours quelqu'un pour tenter le coup, quoi. Donc, je me demande comment ils font pour faire respecter cette règle-là. Surtout qu'en plus, je dis pas que c'est bien. T'as le droit de faire des photos. Donc, comment ils arrivent à faire la distinction entre quelqu'un qui a juste une photo et quelqu'un, s'il reste pendant 5 minutes, sans doute. Et avec ton iPad. J'essaierai vraiment à faire ma photo, là. Mais d'un autre côté, c'est plus dur quand même si tu veux juste, je sais pas, filmer une chanson que t'aimes bien, par exemple, c'est plus dur parce que tu sais pas faire la distinction entre photo et vidéo. Mais en tout cas, des gens avaient essayé de poster sur YouTube. Faut faire des captations, les gars, des vrais. Et ils s'étaient fait taper sur la doigt par le parc Astérix.
Donc je sais pas C'est à marrant quel parce que- point le parc Astérix a l'air d'être quand même de bien Tu vérifier. veux dire qu'on l'a plus revu sur les réseaux et qu'il parle plus à sa famille? C'est une méthode qui est très caractéristique de Broadway, hein, où leur business c'est de vendre des tickets, donc il y a même rarement des captations DVD ou je sais pas quoi qui sont vendus, distribués. Si tu veux aller voir Wicked par exemple, tu dois payer ton ticket quoi. Et c'est drôle que finalement sur un truc du parc Astérix qui est très inspiré de Broadway, bah, en fait il y a un peu le même... C'est pour ça que les Galipolantes, c'est l'un des rares qui est bien filmé et t'es en mode oui, merci. Ouais, à fond, ça fait Ouais, plaisir, mais hein. tu vois, Guillaume, les gens viennent pas, ils achètent pas un ticket au parc Astérix. C'était... Non, moi je... Entre deux coasters, je recommande. Bah, Pauline, elle serait capable d'acheter un ticket au parc Astérix pour aller revoir... Ah bah j'ai un pass saison pour voir C'est du délire et peut-être à part Halloween où il y avait les Maze, donc résultat je faisais peut-être un peu autre chose. Et encore, j'arrivais des fois à regarder C'est du délire, mais autrement je vais pas. Allez, c'est le moment révélation intime. Ouais. J'allais voir quand je suis sur le parc dans une journée normale. Généralement, je vais voir même C'est du délire 2 fois parce que le matin et l'après-midi ils changent les acteurs principaux. Tu l'as vu combien de fois au total, tu crois? Je pense que j'ai dû le voir une vingtaine de fois. Parce que je me dis que j'ai dû faire une dizaine de visites sur le parc et comme à chaque fois je le vois 2 fois, donc. Donc ils te connaissent finalement. Bah non, parce qu'ils sont 50 000. Enfin, pardon, j'ai dit ça d'une manière comme si j'étais en mode je cherche à devenir ami avec eux. Je ne cherche pas à devenir ami avec eux. Mais si ça se présente. Bon. Non, mais Tu n'attends pas les acteurs à la sortie. Ah non, je ne crie pas le nom des acteurs sur scène en disant oh c'est machin. Mais mais t'as quand même tes préférés. On va pas dire qui, mais. Alors, je connais pas tout le temps leur nom, mais c'est marrant parce que des fois on fait la distinction. Tu vois les différences un peu, ouais. Ah bah oui, si tu vois, ils jouent pas du tout de la même manière. T'en as qui vont jouer beaucoup plus. Par exemple, Sérotonine. Mais c'est cool ça, de savoir qu'ils sont pas trop formatés. Ouais, qui est une liberté aussi. Il y en a qui vont jouer plutôt très stressés, alors que d'autres ça va être très enthousiasme. Et c'est assez marrant de voir les différences. Et donc généralement t'arrives à voir et je connais pas le nom, mais j'ai des préférés. J'ai en mode aujourd'hui c'est machin parce que tu sais pas comment il s'appelle, tu sais juste des fois on leur donne des surnoms en mode lui c'est Timothée Chalamet parce que Ok. Donc t'as quand même un niveau de fandom assez sérieux là, Pauline. Ouais, d'accord. Non mais moi je suis obligée de tout tryhard, c'est mon truc dans ma vie. J'aime bien tryhard. Est-ce que tu suis certains des performeurs sur les réseaux sociaux? Non. Ouais, ça. En fait, elle a un compte caché où. Elle a un compte, ouais. Je suis les compositeurs, mais je suis pas les acteurs parce que justement j'ai pas envie que ça devienne trop bizarre, donc je suis en mode je préfère mieux mettre ça de côté et mettre un peu une distance parce que je me dis qu'après ça commence à tomber justement dans des trucs un peu trop extrêmes et je suis en mode résultat je découvre un peu qui est là le jour où j'y vais et c'est surprise mais non je suis pas les gens sur après en même temps ils sont surtout sur Instagram et je vais sur Instagram une fois par an donc C'est très chronophage effectivement, ouais. Et bien voilà, on a chacun dit quelque chose. Est-ce que vas-y, j'ai envie de défendre une dernière attraction parce qu'elle n'a pas eu assez d'éloges pour moi cette année. Et franchement, c'était une de mes meilleures découvertes. Il s'agit d'Amazonia, justement, à Bellward. Et j'ai hésité avec elle. Ouais, je trouvais ça important de la défendre parce que bon, donc Amazonia, c'est les bouées 2.0, clairement. Donc les bouées de Bellward. Je sais plus. Ouais, les bouées de Bellward, mais je sais plus comment s'appelle le modèle exactement. C'est pas très grave, mais en gros, ce sont des bouées un peu vénères qui t'emmènent dans un ascenseur, puis qui te fait descendre un petit toboggan, puis qui te remonte pour te faire dévaler une sorte de grand U, en guise de grand final. Donc c'est assez chouette et assez sensationnel. Et franchement, j'étais assez bluffée parce que les bouées c'est assez vu et revu quand même comme type d'attraction et non ils ont réussi à rendre un nouveau souffle à ce type d'attraction et du coup j'ai trouvé ça super intéressant, donc bravo Intamin donc, qui était en charge de ça, même si donc ils ont eu quelques problèmes puisque
Ah ben oui. L'attraction a ouvert avec un peu de retard, a ouvert genre un mois, a refermé quelques semaines, a rouvert, puis a définitivement refermé à la fin de la saison. Ouais, hein. Parce qu'ils avaient des soucis pour la faire, Ouais, elle a fermé pour la faire fonctionner. C'est en août qu'ils ont dit bon, elle la réouvrira pas. Oui, je crois, ouais. Ah, je sais pas, Ouais. ok. Et nous, on a réussi à caler notre visite in extremis parce qu'on on attendait qu'elle rouvre pour la faire. Ouais. On a pu la faire effectivement. De ce que j'ai compris, c'est parce qu'il y avait un souci de trajectoire des bouées au niveau du grand U final, où les trajets étaient un peu trop aléatoires. J'ai bien compris. Et Ça fait peur quand tu dis ça comme ça. Il y en avait qui finissaient hors de la route. Bon, oui, voilà, bon, à un moment, il y a eu des plaintes, quoi. Et c'est obligé de faire quelque chose à un moment. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Mais voilà, on espère que cette attraction rouvrira l'année prochaine. Mais j'avoue que j'ai rarement autant ri dans une attraction de ma vie. Ouais. Vraiment, c'est à un moment où on est parti, parce que donc je l'ai fait avec Léa, à un moment et d'autres personnes. À un moment on est parti, on n'a jamais touché les bords, ce qui fait qu'on a tourné et tourné et tourné, mais je suis sûre que dans les tasses tu tournais pas autant. c'est parce qu'on touchait jamais le mur et on était comme résultat ça nous avait presque donner le tournis à la fin quand on est arrivé dans un moment un peu plus calme et qu'on a réussi à se stabiliser. Mais résultat, j'ai jamais autant rigolé. C'était vraiment parce qu'en plus on tient à combien dedans? On tient au moins 6 parce qu'on Ouais, était un truc 6. comme ça. Ouais, Je sais plus si on tient plus. En tout cas, c'est forcément des bouées. Donc les bouées, il y a tout le temps un côté rigolo, convivial et aléatoire. Et aléatoire. Et donc là, il y avait vraiment ça. Et donc, on l'a fait combien? 3 ou 4 fois quand on était. Parce qu'au final, Ouais, 3 fois, je crois. on était en mode. Bah allez, c'est fun, mais on va quand même faire les autres attractions. Puis en fait, on était là, mais c'est la meilleure attraction de très loin. Donc on est allé la faire plusieurs fois. Ouais, puis on a eu la chance de pas avoir trop d'attente, d'avoir 15-20 minutes max. Oh, et encore même à la fin, parce qu'après elle tombait un peu souvent en panne aussi. Hein. J'ai des souvenirs d'un moment où elle était tombée en panne et on avait réussi à y aller juste après justement. Et il n'y avait pas trop de monde encore. Donc ouais, très chouette attraction. Et Intamin a un peu, je trouve, cette réputation dans la communauté d'être des machines qui sont très bonnes, mais qui tombent vite en rade ou je sais pas quoi. Et en fait, moi je trouve ça dur comme réputation, parce que dans tous les cas, c'est des machines magnifiques. C'est le jeu de l'ingénierie aussi, hein, Ouais. Et puis non, mais c'est surtout les challenges ont pas l'air de les effrayer, quoi. Donc effectivement, parfois, bah oui, c'est un proto, donc c'est le jeu, quoi. Et puis il y a eu des contre-exemples. Maouka à Royal Ronald qui a très bien fonctionné. Efteling dans ce macabre qui a très bien fonctionné. Voilà. Oui, voilà, c'est une réputation que je comprends pas trop, pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà. arrêtez. Alors arrêtez. Arrêtez. Voilà. Ah, ça suffit. Est-ce que t'as des parts dans Intamin après Oui, tout à fait. Non, pas du tout. Et bien voilà, pour 2024. Je pense que oui, on a fait. Est-ce qu'on passe est-ce qu'on part sur un tout petit peu de négatif? Est-ce que quelqu'un a une attraction ou quelque chose qu'il n'a pas aimé en 2024? Un coup de gueule qui est arrivé en 2024? Ah bah moi je voulais parler du non, c'est un détail. De toute façon, on n'y va pas, je pense, autour de cette table. Mais c'est parce que pour préparer cet épisode, je me suis affligé un épisode de 66 minutes sur le Disneyland Hotel et de sa fameuse réhabilitation. Donc voilà, énorme arnaque, hein, comme on dit chez nous. Toujours. Enfin, c'est-à-dire que ça a toujours été très cher, etc. Ok, t'as une superbe vue, mais la réhabilitation, mais quel kitsch, mes amis. Et en fait, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que dans l'intro, enfin la voix off de ce documentaire dit le Disneyland Hotel compte bien faire de l'ombre au Grand Palace parisien. Et là, je me dis non. Alors là, je ne sais pas deux oreilles. Qui hésite entre, tu vois, le Disneyland Hotel ou le Ritz ou n'importe quel palace parisien. Donc la réponse est non. Hein, je pense pas qu'ils veulent faire de l'ombre. Mais voilà. Alors après, c'est peut-être un public effectivement différent. On en parle de temps en temps avec Guillaume. C'est peut-être aussi des étrangers qui ont, disons, un goût du, enfin justement du bon
ton goût qui est un peu différent d'une autre, ou je sais pas. Quelle mais- façon polie de dire des goûts de merde. Ouais, justement, je trouve que si c'est ça, je trouve que ça dit plus quelque chose sur Disney en fait. Je trouve de penser que tes clients ont probablement mauvais goût, déjà encore, faudrait le vérifier quoi. Et donc de faire un truc de merde. Je pense pas que c'était le but de faire un truc kitsch et de mauvais goût. Hein. Dans leur tête, ils ont fait un truc bien. Quoi. Ouais, mais tu vois, ils ont quand même, tu vois, par exemple Main Street, ils ont ce goût de faire tu vois, tous les écriteaux à la main. Il y a des vrais matériaux, il y a du bois. Tu sais pas que du facsimilé, parce que les gens adorent dire c'est du carton pâte les parcs d'attractions et Disney en particulier. C'est pas du carton pâte en fait pour Disney spécifiquement. C'est du vrai artisanat. Et là, alors évidemment, c'est un esprit disneyen et l'hôtel faut qu'il soit dans cet esprit-là. Mais là, j'ai l'impression d'être dans un convention center. Tu sais, tous les plafonds sont assez bas. Les bleus sont très bleus, les lumières LED sont très lumière LED, enfin tu vois c'est très peu subtil, tu vois à un moment le mec il dit là t'appuies sur un bouton et t'as le soulier de Cendrillon qui s'illumine, tu vois vraiment les 3 LED achetés sur eBay tu sais qui s'illuminent, tu vois ce que je veux dire, ça fait pas quali quoi en fait, c'est ça que je veux dire, mais moi j'y suis pas allé donc je peux pas juger sur pièce, mais j'ai pas l'impression de me dire que ça vaille autant d'argent quoi. Je crois que dans tous les cas non, ça vaut pas ça. Oui, ça. Non, ça c'est ça. Mais après, alors c'est kitsch. Moi, je trouve qu'il y a quand même certains trucs qui sont bien. En fait, t'as, tu vois, comme tu dis, le coup du soulier, tout ça. Bon, il y en a, c'est un peu too much. Mais d'un autre côté, je trouve que tous les dessins qui ont été faits pour l'hôtel sont vraiment magnifiques. Tu vois, dans les cadres, tout ça, ouais. Tu peux te balader dans le lobby et tout, et tu peux voir des dessins, tout ça, tout ce qui touche. Il y a des tableaux, il y a aussi, je sais plus, il y a d'autres trucs, il me semble, mais pas que des tableaux. Mais j'ai un doute. Mais en tout cas, des fresques, des choses comme ça. Ouais. Mais et moi, je les trouve vraiment beaux. Et tu vois, j'ai pris plaisir à me balader un peu dans le lobby du DLH pour voir ces tableaux parce que je les trouvais beaux et tu sais que c'est probablement des créations originales pour l'hôtel et donc Je vous remercie de l'avoir suivi et abonnez-vous.